Alors moi, pour ma part, je vais faire d'abord quelques remarques sur ce que j'ai entendu de vous et qui m'a beaucoup intéressé, et après quelques, évidemment, points plus précis, notamment sur Avicenne, mais pas seulement. Ce que j'ai trouvé remarquable dans votre insistance, dans votre discours à trois, c'est l'insistance sur la notion, enfin le rôle de l'espace, le rapport au territoire comme un des résultats de cette histoire connectée, ou appelons-la autrement peut-être, que vous tentez de promouvoir, grâce au récit des voyageurs, des géographes et de tous ceux qui ont transmis des connaissances sur un monde étranger au leur. Peut-être que quelques questions que je me pose, que j'ouvre en fait à la salle et à vous évidemment. Est-ce qu'on ne peut pas observer précisément dans ces récits une distinction dans le rapport entre la ville et l'espace qui l'entoure, donc la campagne ou simplement la route qui relie les villes? Et est-ce qu'il n'y a pas là une différence entre les espaces considérés, entre les mondes considérés, qui d'ailleurs se retrouvent peut-être aussi dans les sources, dans le type de sources conservées et les producteurs et leur localisation, qui nous permet justement de connaître, et du coup peut-être que la myopie des historiens n'est qu'en fait que le résultat de la production des sources, et en fait n'est pas une grande myopie en réalité. Donc ce rapport au territoire, pour moi, est vraiment essentiel dans ce que vous avez dit, et j'ai trouvé ça vraiment extrêmement intéressant. D'où la question qui, à mon avis, parcourt, et Patrick, tu le rappelais en conclusion, vos réflexions, la question de l'Empire, qui est vraiment fondamentale, mais pas seulement, ou même pas tellement en tant que modèle politique, évidemment, c'est quelque chose d'essentiel, mais aussi, essayons de concevoir l'Empire en tant que modèle social, voire culturel, comme justement un mode de rapport au territoire, un mode de rapport à l'espace, et l'espace évidemment humanisé, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement un territoire vide d'hommes, mais au contraire un territoire où les populations vivent, s'organisent, et peut-être qu'il y a là, dans cette question impériale, des différences à observer dans les évolutions du rapport au monde, précisément avec peut-être, alors une suggestion à mon avis très hasardeuse, et justement c'est pour un peu déclencher des hauts cris dans la salle et donc lancer la discussion. Peut-être un processus de désimpérialisation à l'œuvre au cours du Moyen-Âge en Occident, relatif, discutable, etc., qui va de pair avec, à la fin du Moyen-Âge et donc au début de l'époque moderne, une impérialisation externe, c'est-à-dire vers des territoires qui ne font pas partie de cette Europe médiévale, de ce monde. Voilà, une suggestion. Alors, si c'était un processus, cette désimpérialisation, impérialisation, peut-être que justement le Moyen-Âge doit être compris comme un processus politique, formation d'un État, c'est ce que vous avez évoqué, je crois, dans les précédentes séances, et que vous continuerez à évoquer, un processus économique comme on l'a évoqué, enfin comme vous l'avez évoqué, c'est-à-dire le passage d'un type d'économie à une autre. Mais je reprends l'expression que je trouve très, très belle de Julien de tout à l'heure, c'est aussi l'émergence à la fin du Moyen-Âge, et donc produit par le Moyen-Âge d'une certaine manière, d'un nouveau régime de mondialité. Et finalement, le Moyen-Âge serait un processus de mondialisation, c'est-à-dire qu'il aboutit à une mondialisation, ce qui veut dire que la mondialisation n'est pas à une mondialisation, pas la mondialisation, à une forme, et donc le Moyen-Âge serait le début, l'évolution vers ce processus d'évolution vers un nouveau régime de mondialité. Alors voilà quelques remarques éparses sur ce que vous avez dit, mais qui m'amènent au cœur de ce que je vais dire, c'est-à-dire ce que l'on peut qualifier peut-être de paradigme scientifique. C'est le double paradigme, puisque vous savez que le terme de paradigme vient en fait de l'histoire des sciences, enfin de la philosophie des sciences plus précisément. La question serait, y a-t-il une mondialisation de la science, ou un processus de mondialisation de la science au Moyen-Âge ? Cette question vient d'un problème fondamental qui se pose à tous les historiens de la science médiévale, qu'ils soient d'ailleurs de toute période en fait, de tout espace, pardon, de période, monde islamique, monde occidental et au monde évidemment de la Chine également. Un problème qui n'est toujours pas résolu et qui ne sera peut-être jamais résolu, qui est que au Moyen-Âge, donc l'espace jusqu'au XVe siècle, la période jusqu'au XVe siècle, la science occidentale n'est pas la science la plus avancée dans le monde. La science islamique, la science qui s'écrit essentiellement en arabe, est plus avancée dans de nombreux domaines, voire tous, et il y a d'autres systèmes scientifiques concurrents. Or, la révolution scientifique, si on accepte cette idée, mais bon, elle est quand même relativement admise, même si les historiens la placent entre le XVIe et le XVIIIe siècle, selon leurs discussions, mais enfin, la révolution scientifique, qui a lieu dans un très long XVIIe siècle, qui donc fait 3 siècles, se déroule en Occident, si on accepte donc le principe. Et la question est pourquoi ? Alors que ce n'était pas la science nécessairement la plus avancée,
Pourquoi c'est là, donc après la période médiévale, que s'est produite la révolution scientifique? Et est-ce que finalement, du point de vue de la science, le Moyen-Âge n'a rien fait de particulier? C'est l'époque moderne elle-même qui, par sa structure interne, par son évolution, a produit cette révolution scientifique qui donc, bon, je ne vais pas citer Galilée, Copernic, Newton, etc. Enfin, ce sont des choses que tout le monde connaît. Alors, pour en venir à mon sujet précis, si l'on compare terme à terme des objets identiques ou similaires, eh bien, on se rend compte que finalement, du point de vue des doctrines scientifiques, il n'y a pas de différence fondamentale entre les doctrines professées dans le monde islamique, à Bagdad, ou plutôt à l'époque qui m'intéresse, en Égypte et en Syrie, et en Italie et en France. Le canon d'Avicenne, donc, qui est cette œuvre écrite au XIe siècle par ce grand philosophe et médecin persan, donc Avicenne, est la base de l'enseignement en Occident, depuis le XIIIe siècle, mais aussi en Orient. On écrit en Occident des commentaires, mais on en écrit aussi dans le monde islamique, de très nombreux, et parfois qui apportent les choses. Hein, le premier découvreur de la petite circulation sanguine au XIIIe siècle le fait dans un commentaire au canon d'Avicenne. Du coup, si ce n'est pas le mode de traitement du savoir commentaire à une autorité qui est la même, qu'est-ce qui fait la différence? Peut-être le mode de production des savoirs, hein, puisque le savoir médical, en l'occurrence, mais scientifique en général en Occident, se produit dans un cadre universitaire, ce qui n'est pas le cas dans le monde islamique si on compare ces simples deux espaces. Et je pense qu'il faut aussi replacer, dans le cadre de la science, ces doctrines uniformes dans un monde social très, très précis. Alors c'est là, je pense, une des faiblesses du modèle de l'histoire connectée appliquée à l'histoire des sciences. C'est l'idée qu'on va étudier les points de rencontre, et pour comparer avec ce que vous avez dit, les points de rencontre en histoire des sciences, ou même en histoire, bon, enfin, limitons-nous à l'histoire des sciences, ce sont les traducteurs. Or, ces traducteurs, quand on regarde bien, on peut en faire la liste sur 2 pages ou 3 pages. Ils sont en réalité peu nombreux, même si certains ont traduit en masse, et donc ils ont traduit beaucoup de textes. Mais ils sont relativement peu nombreux, donc quelques dizaines, voire quelques centaines au grand maximum, les traducteurs essentiellement de l'arabe et du grec vers le latin, et des traducteurs qui sont concentrés entre le XIe et le XIIIe siècle, hein, pour l'essentiel, et surtout au XIIe siècle. Et si on se limite à ça, eh bien, en fait, on ne comprend pas du tout ce qu'il se passe dans la science occidentale. La connexion, en fait, est simplement une transmission, appropriation, mais qui ne se fait pas par des savants voyageurs qui iraient faire le voyage en Orient pour rencontrer la science étrangère. Il y a des cas, mais qui sont quand même très rares. Elle se fait, en réalité, de manière assez déconnectée. Les traducteurs ne sont souvent pas ceux qui, après, enfin, ne sont pas toujours ceux qui vont utiliser les textes traduits. Et l'histoire semble déconnectée, en réalité, l'histoire scientifique, et pourtant ce sont les mêmes textes. Hein, les mêmes textes traduits dans diverses langues, mais vu le système de traduction de l'époque, qui est extrêmement littéral, le contenu est approximativement identique. Alors du coup, il y a un paradoxe entre une science universelle, qui est en fait la même, puisque les autorités, les sources, les concepts sont fondamentalement les mêmes, et les applications locales qui en sont souvent différentes et porteuses de potentialités diverses. L'idée d'une science universelle est affirmée au Moyen-Âge, partout, que ce soit dans le monde islamique, enfin partout, dans les 2 mondes qui m'intéressent, excusez-moi de me limiter à cela, le monde islamique et le monde occidental latin. L'idée est que la raison est commune à tous les hommes, et peu importe le porteur de cette raison. Adélard de Basse le dit au XIIe siècle, il va étudier la science des Arabes puisque c'est la science de la raison, pas parce qu'ils sont arabes, mais parce qu'eux pratiquent le raisonnement. Et du coup, on observe, et là c'est une distinction que l'on peut voir disparaître à la fin du XVe siècle, un désintérêt total et même fascinant pour la personnalité des scientifiques qui ne viennent pas du monde occidental, qui sont différents. Si l'on regarde les savants arabes, enfin arabes, de langue arabe, puisqu'ils ne sont pas tous arabes d'origine, il y a une méconnaissance absolue et une volonté de méconnaître le contexte d'origine dans lequel ils ont écrit, leur vie. Et du coup, bon, je me suis amusé à observer les légendes qui circulent, et notamment, là, j'ai découvert récemment une légende circulant au XVe siècle dans les universités, selon laquelle Avicenne, donc mort au début du XIe siècle, aurait été assassiné par Averroès, lui-même mort en réalité à la fin du XIIe siècle, qu'il aurait tué avec un livre empoisonné, comme vous savez, comme dans Le nom de la rose, en mettant du poison sur en haut des pages. Bon, et bien c'est quelque chose qui ne choque personne et que l'on retrouve dans des chroniques au XVe siècle et qui paraît tout à fait crédible. Et en revanche, au XVIe siècle,
on va aller traduire, ou faire traduire plutôt, des textes, des chroniques, et surtout des recueils biographiques du monde islamique. On va tenter de se renseigner sur qui était ce Avicenne et qui était cet Averroès. Et là, on se rend compte que cette histoire est fausse. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avant, on aurait tout à fait pu le faire, et ça n'intéressait personne. Donc on a un paradoxe entre, d'un côté, une science presque interchangeable. On étudie Avicenne comme on étudie Galien, autre médecin, mais en grec cette fois. On étudie Ptolémée, mais aussi les astronomes arabes. Peu importe leur origine, l'important c'est ce qu'ils disent. Et de l'autre côté, un mépris total pour le contexte qui disparaît au XVIe siècle. Du coup, les idées scientifiques, les concepts scientifiques, seraient-ils les passeurs? Et finalement, cette mondialisation scientifique du Moyen-Âge ne serait-elle pas le fait, en réalité, des concepts, une mondialisation des concepts? Parce que là, par contre, on a, de fait, un espace extrêmement grand, avec une grande cohérence, où les modèles scientifiques, et ceux pendant pratiquement toutes les disciplines scientifiques, sont communs. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup d'entre eux sont faux, faux du point de vue de la science actuelle. Et donc, ce n'est pas tellement leur adéquation avec le réel et leur efficacité, c'est le cas par exemple pour la médecine, qui fait que ces concepts se maintiennent partout. C'est simplement parce qu'il y a effectivement une communauté de savoir et de pratiques. Europe, monde islamique, Inde, mais aussi la Chine, l'astrologie chinoise notamment est allée jusqu'au Japon, voilà, secondairement évidemment, mais il y a un continuum plus ou moins fort, plus ou moins modéré localement, d'un régime de scientificité commun, si on voulait citer, paraphraser Thomas Kuhn, donc le grand philosophe des sciences, une commensurabilité des discours scientifiques qui fait qu'en réalité, passé les idiomes, passé le contexte, un savant indien, un médecin indien, au courant évidemment de cette médecine ancienne, peut tout à fait discuter avec un médecin allemand du XVe siècle. Alors cet espace, ce régime de scientificité commun exclurait seulement peut-être l'Amérique précolombienne et, mais c'est une question à discuter, une partie de l'Afrique. Mais ce qui est intéressant, c'est de noter, et je termine là-dessus, que ce n'est pas la science grecque qui fait le dénominateur commun. On pourrait tout à fait imaginer que voilà, c'est cette science grecque qui s'est répandue partout comme une traînée de poudre, comme une peste si vous préférez, qui serait le dénominateur commun. Pas du tout. Ce serait beaucoup trop simplificateur, puisque la science grecque elle-même ne naît pas de rien. Elle est héritière de sciences qui l'ont précédée, égyptiennes notamment, babyloniennes, enfin, disons, du monde mésopotamien. Et elle a vu des ajouts. Il ne faut pas imaginer que ce n'est pas parce que les auteurs du XVIe siècle vont vouloir retourner aux antiques et aux grecs qu'ils ne vont pas conserver les ajouts multiples et très nombreux, notamment d'un point de vue pratique, qui se sont faits au cours des siècles. Et pour terminer en disant que ce n'est pas la science grecque qui serait l'uniformité, c'est vraiment le concept que selon on se fait de science. Je rappelle une légende très courante qui est rapportée dans le monde islamique qui est bien connue pour le IXe siècle et par la suite, légende selon laquelle, en réalité, Alexandre le Grand, dans sa conquête orientale allant jusque donc, à l'Inde, en fait, non seulement a conquis ces territoires, mais a volé la science perse. Et que donc le mouvement de traduction qui a lieu à partir donc, du début de l'époque abbasside, voire même un peu avant, du grec vers le syriaque puis l'arabe, en fait, c'est simplement, on récupère ce qui était en fait au départ de nous, c'est-à-dire persan essentiellement, oriental. Et on ne fait que récupérer ce qui a été détruit par Alexandre et ce qu'il a volé pour l'amener chez les Grecs. Donc si on prend cet exemple-là, on voit que cette science n'est pas considérée, elle n'est même pas en réalité grecque. Donc, voilà. Et jusqu'à quand le canon d'Avicenne demeure Alors, dans le monde occidental, jusqu'au XVIIe siècle, oui. Jusqu'au moment où il est remplacé par un nouveau concept de médecine qui a né au XVIIe siècle, dans le monde islamique jusqu'aussi au XVIIe, XVIIIe siècle, et dans le monde indien jusqu'au début du XXe siècle. C'est ça. Où c'est considéré comme la médecine traditionnelle, la médecine grecque, justement, considérée comme d'origine ancienne, et qui est pratiquée jusqu'au XIXe siècle, jusqu'au XXe siècle. Et aujourd'hui, il y a des instituts de cette médecine-là. C'est la médecine traditionnelle indienne, une des médecines, parce qu'il y en a d'autres, évidemment. Merci beaucoup. Nous avons essayé, comme chaque fois, de tenir le temps pour que la dernière heure soit amplement consacrée à une discussion générale. Donc, vous avez la parole. En tout cas, ceux qui veulent la prendre.